il y a une polémique sur le... Oui, non, mais ça c'est sûr. Victor Hugo est le porte-parole de ceux qui regrettent, mais ça fait... Voilà. Mais je veux dire, c'est lui qui popularise le sujet, c'est pas du tout lui qui l'invente. Parce que tout au long du XVIIIe siècle, il y a cette idée qu'il progresse, que les monuments anciens, les gloires de la France, comme on dit dès l'époque, les monuments de l'ancienne France sont maltraités. Il y a le sauvetage de la fontaine de Jean Goujon qui est avant la Révolution, mais ça chemine dans des milieux élitistes. Bon, la différence, c'est que Victor Hugo, on fait un sujet populaire. Et comme on a peu de temps devant nous, on va faire un grand saut. Monsieur, une seconde, parce que... J'ai une question sur cette période-là. Oui, mais on va revenir. Vous allez parler avec Marie-Monne de Saint-Pulgent après. Alors maintenant, quand même, on fait un grand saut. On arrive le jour de l'incendie et on arrive à la déclaration du général. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Sur la restauration? Oui. Ah, c'est pas le général qui crée le problème, à mon avis. C'est avant. On voit qu'il y a un petit problème quand le général s'exprime vertement. Oui, alors, le général Georges Lain traite ça comme une affaire militaire, et parce qu'il y a eu un conflit, enfin, je veux dire, des dégâts nés d'une catastrophe. Et donc, il faut y mettre l'esprit militaire. Il dit, je dirige une task force, je ne suis pas là pour ratiocinner, pour perdre de temps, pour savoir si on remplace telle ou telle pierre. Ça, il ne faut pas le faire. Alors ça peut parce que, mais là, pour qu'on avance et qu'on arrive à temps. Et qu'on rouvre la cathédrale dans un délai de 5 ans à partir du sinistre. Bon. Alors ça, c'est... Bon. Mais le sujet qui surgit est un sujet qui nous ramène au texte de l'étude. C'est-à-dire que nous sommes en face d'un sinistre dramatique qui a fait perdre la cathédrale le plus important qui a frappé Notre-Dame de Paris et qui est d'ailleurs aussi anticipé par Victor Hugo. Il faut rappeler que dans Notre-Dame de Paris, il y a une scène extraordinaire où Quasimodo, pour empêcher les gueux de pénétrer dans Notre-Dame, qui veulent sauver Esmeralda, mais Quasimodo ne sait pas, il s'est fait manipulé par Frollo, donc il croit défendre Esmeralda et en réalité il la condamne. Mais bon, quoi qu'il en soit, il résiste à l'assaut. Et c'est très intéressant, en installant un feu, toujours en haut des tours, c'est toujours les tours, hein, et il coule du plomb fondu. Alors, ça nous ramène à l'histoire du plomb. Et c'est déjà, dans Victor Hugo, vous avez déjà le plomb qui se déverse sur la foule des assaillants, qui crée une panique effroyable, etc. Et avec la description de l'incendie, et ça c'est extraordinaire parce que dans la description de l'incendie, vous avez les tours qui se détachent sur l'incendie, une noire, une rouge. Et si vous vous souvenez des images sur l'incendie d'avril 19, vous avez exactement cette image. C'est comme si Victor Hugo avait vu ce qui s'est passé plus tard, avec cette question des tours. Et rappelez-vous, vous avez parlé des tours qui ne vous plaisent pas, mais les tours, ça a été le lieu de sauvetage de Notre-Dame, par les pompiers de Paris. Ça a été le lieu qu'ils ont défendu contre l'incendie. Donc c'est tout à fait fondamental. Et architecturalement, les tours, c'est ce qui tiennent. C'est ce qui tient la cathédrale. Si les tours s'écroulent, la cathédrale disparaît. D'où le fait que c'est un lieu emblématique. Et vous savez qu'après le roman de Victor Hugo, on va toujours représenter Hugo avec Notre-Dame. Et il y a une caricature qui montre Hugo assis entre les tours, avec son énorme tête, et par ailleurs, on dit que le H du portail, dont il parle beaucoup, c'est le H de Hugo. Et donc l'ex-libris de Hugo comporte le H, enfin la façade de la cathédrale avec le H fait par les tours, toujours les tours. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que, vous rappelez que Gargantua, lui aussi, monte sur les tours, et il va y avoir une vignette qui représente Gargantua pissant sur le peuple de Purie depuis les tours de Notre-Dame, et il y a une parenté évidente entre... Plomb fondu. Oui, aussi, bien sûr, hein, et ça tue gentil, la piste de Gargantua, qui évidemment, il en noie des centaines de milliers, dit-il, femmes, enfants, de l'art et tout, il est très content. Mais quand vous regardez les deux gravures, vous trouvez la même attitude entre Hugo, entre ces deux tours, et Gargantua debout sur les tours, en train d'arroser le peuple de Paris. Et c'est très très amusant, seulement la différence, c'est que dans la gravure de Gargantua, qui est une édition de Rabelais du XIXe siècle, vous avez la flèche de Viollet. Et je tiens à insister parce qu'on voit que la flèche entre tout de suite dans l'iconographie de Notre-Dame dès qu'elle existe. Et ça, c'est la flèche de Viollet, de 1883 à l'effet. Et donc,
l'iconographie de Notre-Dame, vous savez qu'on voit aussi Notre-Dame, alors ça pour l'aspect républicain, historique, qu'est-ce que c'est que Notre-Dame? C'est seulement un monument religieux? Non, c'est le monument de la France. Et vous trouvez ça, la liberté guidant le peuple de la croix, il y a Notre-Dame en fond. Non, on ne remarque pas, mais voilà. Donc c'est votre réponse à la question, quel est le sens de Notre-Dame? C'est aussi un sens républicain. Vous savez, la libération de Paris, en général, arrive avec le programme, c'est la messe, et au début des mémoires de guerre, lorsque le général de Gaulle écrit « J'ai toute ma vie lue de la France, petit livre de Paris », je dis vrai, il y a l'attentat aussi. Oui, il y a l'attentat, mais le jour de la libération. Mais dans les mémoires de guerre, il cite Notre-Dame comme faisant partie de l'image de la France. Et évidemment, la France est une personne pour le général de Gaulle, et Notre-Dame est aussi cette personne. Bien sûr, le fait qu'elle soit dédiée à la Vierge n'est pas sans effet. Alors, comme il est 5h moins 5, où est-ce qu'on en est? Quelles sont les perspectives? Vous avez 2 minutes. Oui, alors il y a un texte qui figure dans ce petit livre qui va sortir dans 10 jours, il s'appelle Notre-Dame des écrivains, qui est publié par les éditions Folio, où il y a une anthologie de textes extraordinaire. Il y a un texte que j'ai découvert, mais absolument stupéfiant, qui est un texte d'anticipation des années 1880, qui anticipe sur ce que Notre-Dame pourrait devenir après l'extinction du catholicisme. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et alors, c'est une bonne allégorie, à mon avis, de ce qui pourrait arriver. Hein? C'est un auteur qui s'appelle Albert Robida, et qui décrit donc ce que les architectes modernistes ont fait de Notre-Dame. Donc, il y a une gravure. C'est quelle époque? C'est 1883. Ah, la vieille cathédrale gothique avait bien changé d'aspect depuis qu'à la fin du Moyen-Âge, Victor Hugo, le grand poète, le Moyen-Âge, l'âge religieux, a fixé son image dans un admirable roman. Les ingénieurs l'ont savamment remanié et modernisé. Les ascenseurs ont remplacé les petits escaliers par lesquels on grimpait tortueusement et laborieusement au sommet des tours. Les façades latérales ont été louées aux entreprises d'affichage et d'annonces. Enfin, les plateformes de l'édifice ont servi de base pour l'établissement de la station centrale des aéronefs omnibus. À 15 mètres au-dessus de chaque tour, une seconde plateforme pour les bureaux a été établie sur une solide charpente de fer. Les piliers de fer s'élevant avec hardiesse par-dessus les bureaux forment une arche immense entre les deux tours et portent à 40 mètres plus haut une troisième terrasse sur laquelle a été établi un café-restaurant de premier ordre. On ne saurait trop louer les ingénieurs pour la majesté de la construction et l'élégance pleine d'audace avec laquelle leur ferronnerie, si légère d'apparence, s'élance dans la nuit. Ce couronnement du poème de pierre des architectes du Moyen-Âge fait le plus grand honneur aux artistes modernes qui ont été chargés de le compléter. Voilà. Donc c'est la cathédrale plus belle que nous a annoncé. Donc voilà, ça ne plaît pas à tout le monde, ce texte est profondément ironique. Et bien sûr, nous ne pouvons que plaider pour le retour à la conception que Viollet-le-Duc a exprimée du rôle de l'architecte et de l'artiste de cathédrale, se faire l'interprète d'une esthétique de une époque révolue, prendre le temps, être humble et ne chercher qu'à restaurer ce qui a été détruit, ce qui manque et ce qui fait partie de l'image de Paris et de ce qu'un autre auteur a appelé, et c'est très... Je voudrais terminer par la littérature, l'arche d'alliance du romantisme, parce que Notre-Dame de Paris, c'est la mère du service des monuments historiques, mais c'est aussi la grande inspiratrice du mouvement romantique français.